Et donc, basculons de l'autre côté du terrain à présent. Attaque de Minnesota contre la défense de Dallas. Bon, j'avais commencé la preview de la saison de la série d'avant, en disant est-ce que la défense de Dallas, elle est pour de vrai, et si c'est pour de vrai, ils peuvent passer un tour. A priori, ça y est, on sait que c'est pour de vrai, avec leur style de jeu qui est assez particulier. Je pense que j'ai quelques points à développer. Je pense que le premier, ce serait par rapport au panier, on développera ça. Il y a la transition aussi qui est intéressant. Il y a l'attaque de match-up de Towns, et puis il y a la question du spacing, et peut-être qu'on peut commencer par ça, peut-être le spacing. C'est vrai que je ne suis pas totalement sûr que tous les shooters de Minnesota soient respectés complètement. Voilà, c'est vrai que c'est un peu en plus sur quoi la défense de Dallas s'appuie beaucoup sur ses playoffs, c'est-à-dire contre les Clippers, on n'a pas respecté pas mal de non-shooters, et on a bouché l'espace à l'intérieur avec notre taille, notre longueur, et on a bien dominé à l'intérieur. Contre OKC, c'était un peu la même chose. C'était un peu la même chose avec un non-respect de certains shooters, ou alors une incapacité des shooters d'OKC à mettre les tirs pour punir ces aides assez agressives en tête de raquette, et aussi au niveau en bas de la raquette, au niveau du panier. Ça a été un peu l'histoire de ces deux séries, Dallas et la défense de Dallas. Et donc, je me demande à quel point est-ce qu'on va pas un peu refaire la même chose, parce que certes, on a des bons shooters, mais est-ce qu'on a des shooters d'élite côté Minnesota ? C'est vrai qu'à part Towns, il y a quand même, déjà on a Gobert sur le terrain, donc ça fait déjà un non-shooter à peu près sûr. Et puis ensuite, Nickel Alexander-Walker, il a beaucoup mis ses tirs contre Denver. À quel point est-ce qu'il peut toujours les mettre ensuite? McDaniels aussi, c'est pas des shooters que je mettrais en mauvais, c'est plutôt des shooters que je mettrais en catégorie moyen. Et ça, on sait que d'expérience, c'est le genre de shooter sur lequel Dallas peut miser et dire on les abandonne pour boucher l'intérieur et pour empêcher tes drives et pour empêcher d'aller au panier. Même si c'est des shooters un peu moyens plus que mauvais, on fait le pari qu'ils ne mettront pas leur tir. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est ce qui a marché sur les deux tours d'avant. À quel point ça peut marcher ou pas sur ce tour-là également, je n'en sais rien, mais potentiellement, je mettrais quand même une pièce sur le fait que Dallas continue un peu ce genre de schéma. D'ailleurs, est-ce que ça va pas être pire même, puisque est-ce que c'est pas une série où on va essayer de ressortir un peu plus Kyle Anderson, qui a joué pas mal, mais pas non plus, pas mal, qui a joué contre Denver, mais pas non plus des tonnes, mais à quel point est-ce que tu peux pas essayer de réutiliser ce match-up-là, qui est un plutôt bon, pas parfait, mais bon match-up contre Doncic, en termes de taille, un peu de puissance et surtout des bonnes mains et une bonne longueur de bras, ça peut aussi le faire. Si McDaniels, tu constates que c'est un peu trop fin, tu peux tester aussi Kyle Anderson, mais ça rajoute donc un non-shooter de plus. Voilà, c'est un peu, comme dit, les vases communicants, c'est les deux côtés du terrain qui fonctionnent ensemble. Et donc, si tu t'en remets à cette option un peu plus défensive, à quel point tu rajoutes pas aussi un non-shooter et tu peux pas le payer en attaque également, avoir donc un peu ce dilemme-là aussi, parce que en vérité, ça peut être un plutôt bon match-up défensif à utiliser. Donc voilà, Kyle Anderson, potentiellement un non-shooter en plus. Mike Conley, oui, catch and shoot à 3 points, ça se respecte. Karl Anthony Towns, évidemment. Edwards, je suis pas certain que ça se respecte beaucoup. Alors en tout cas, ils vont faire le pari et ça sera à lui de punir. Mais voilà, la question du spacing, pour moi, elle est un peu importante. Et d'autant plus que, un peu parallèle à ça, c'est vrai que ce que faisait beaucoup Dallas dès qu'il pouvait contre OKC, c'était dès qu'on a Josh Giddey, on met notre pivot sur Josh Giddey pour lui permettre d'être dans ce rôle du roamer. Le rôle du libéro défensif qui, en fait, est sur Josh Giddey, entre guillemets, mais en fait n'est pas sur Josh Giddey. Il ne le respecte pas. Et donc, il reste proche du panier. Il abandonne totalement, il ne craint pas le shoot de Josh Giddey. Et donc, il peut rôder autour du panier en tant que safety, un safety défensif totalement libre. C'est ce qu'a fait Dallas le plus possible dès que Giddey était sur le terrain. Là, c'est vrai que, est-ce que Minnesota, il y a un joueur comme ça, où Dallas va arriver à poster Lively ou Gafford en tant que libéraux défensif? Je sais pas trop. Je me pose la question. Est-ce qu'il pourrait le tenter avec un McDaniels? Honnêtement, je ne sais pas. Ça me paraît risqué, mais c'est pas à exclure. Et sinon, donc, on aurait Gafford ou Lively sur Gobert, qui lui-même est plutôt un non-shooter. Donc voilà, ça peut aussi régler la question. Parce que pourquoi est-ce que c'était un problème contre OKC? C'est que le plus possible, on essayait d'enlever le pivot. Notre pivot de Dallas, on ne voulait pas qu'il soit sur Chet Holmgren parce que Chet, il a le 3 points. Donc le plus possible, on le mettait sur un non-shooter pour ne pas qu'il défende le 3 points. Là, c'est vrai que il n'y a peut-être pas un non-shooter total côté Minnesota, mais au moins, Gobert, il ne sera pas posté à 3 points, il ne sera pas sur l'aile, par exemple, à essayer d'attirer à l'extérieur le pivot adverse. Peut-être que, dans cette question du spacing, peut-être que Lively et Gafford vont pouvoir plus librement, et sans jouer avec les match-ups,
peut-être qu'ils vont pouvoir plus librement rôder autour de la raquette et boucher l'espace. Voilà. Donc il y a le cas des non-shooters, il y a le cas aussi de Dallas qui aime bien faire ça. Donc à surveiller ce côté spacing. Ce qui nous fait aussi arriver sur une autre question, pour moi, c'est le switch, qui est une question un peu fondamentale de à quel point est-ce que Dallas va continuer et refaire ces fameux schémas en switch. Parce que si vous n'avez pas suivi, si vous n'avez pas écouté le podcast ou si vous n'avez pas vu la série contre OKC, c'était ça le schéma principal, c'est-à-dire on switch sur absolument tous les écrans, quitte à concéder entre guillemets un match-up, un mismatch, mais en fait c'est pas un vrai mismatch, c'est pas un vrai 1 contre 1, parce qu'en fait on a de l'aide qui va venir depuis le haut de la raquette et même au panier. Voilà, tout ça, ça va ensemble. Le spacing et le non-respect du spacing allaient ensemble avec le switch. On switch sur les écrans pour concéder aucun décalage sur le pick and roll et sur tout type d'action. Et puis derrière, on ne respecte pas les shooters, donc en plus, le switch est protégé. C'était un peu l'idée de la série contre OKC, donc. Et donc, à quel point est-ce qu'ils vont pouvoir faire la même chose contre les Timberwolves? On peut se poser la question parce qu'Anthony Edwards, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, durant la série contre Denver, on a beaucoup fait attaquer Edwards, parfois à 1 contre 1, y compris contre Aaron Gordon. Donc voilà, il a aussi ce punch et cette capacité peut-être à punir certains 1 contre 1, et donc y compris aussi des mismatchs, si tu offres un mismatch un peu trop gros. Donc, à quel point est-ce qu'on va aussi, est-ce qu'on va retenter ou pas ce schéma de switch and help, si vous voulez, switch sur le ballon devant, et puis derrière plein d'aides qui accourent et qui viennent boucher le terrain. Ça me paraît pas évident, ça me paraît tout de même une possibilité. Parce que déjà, c'est comme ça que fonctionne cette défense depuis le début des playoffs. C'est comme ça qu'elle fonctionne très bien, d'ailleurs. Et puis, il y a un côté aussi où, voilà, Edwards, c'est pas non plus un driver fantastique. Enfin, si, pardon. Il l'est, mais il le fait pas tout le temps. Et donc, si tu arrives un peu à lui offrir un switch, mais à mettre un mec en tête de raquette et puis à mettre un mec sous le panier, c'est pas forcément tout le temps le mec qui va insister et aller au panier. Il aime bien prendre son petit pull-up, donc voilà, je sais pas. Je me demande à quel point est-ce qu'on va le tester ou pas, mais pour moi, c'est possible qu'on refasse un peu ce genre de switch, quitte à ce que parfois il punisse un peu avec son shot making sur le pull-up, en fait. Hein. Sur le côté, voilà, comme face à Phoenix, genre, vous me laissez le tir et vous bouchez le terrain derrière, c'est pas grave, je prends le pull-up et je le mets. Donc oui, ça aide beaucoup. Pareil contre Denver en début de série, c'était ça aussi, beaucoup de shot making. Donc voilà, c'est une possibilité, et je pense que, enfin, c'est pas évident. C'est pas évident, et à voir si Dallas est un peu obligé de s'adapter ou pas, parce que si tu ne peux plus concéder ce switch, même avec des aides derrière, forcément ça change tout, parce que tu es obligé de faire un autre type de couverture, donc potentiellement un décalage concédé si tu fais un edge ou si tu fais une prise à 2. Donc voilà, c'est un peu toute la question. Est-ce que ça va continuer à faire ce switch all automatique, plus derrière plein d'aides? Et puis, toujours pour rester sur Edwards, comment est-ce que Edwards va attaquer? Il y a aussi cette question-là, notamment je parle de pick and roll, parce qu'il a beaucoup fait en début de série contre Denver, et puis ensuite un peu moins. On a vu que c'était pas parfait non plus, mais c'était tout de même pas mal, une bonne source d'attaque, je trouve, même si c'était pas lui qui mettait les points ou qui faisait l'assist au final. Mais voilà, là c'est un peu la question aussi de, est-ce qu'on va tenter un peu de faire beaucoup de pick and roll? Est-ce qu'on va tenter un peu de faire beaucoup? Non, pardon. Est-ce qu'on va tenter de faire pas mal de pick and roll, donc Edwards, et notamment est-ce qu'on va cibler des Lively ou des Gafford? Parce que là encore, c'est un truc qu'on n'a pas trop vu pour l'instant, vu que ça switchait automatiquement depuis toujours Dallas sur ses playoffs. Donc, on n'a jamais trop vu un Gafford en drop, on n'a jamais trop vu un Lively en drop, en tout cas pas à ce niveau de compétition et face à des ultra attaquants d'élite. Donc, à quel point est-ce que Dallas va faire un switch ou pas? Ou à quel point, justement, sur ces pick and roll, on va rester sur du drop face à Edwards, et avec un poseur d'écran McDaniels, Gobert, qui veut plonger au panier, ou alors avec Towns, il y a la possibilité très simplement de switcher cet écran-là, et en fait donc d'annihiler la possibilité de pick and pop. Hein. C'est aussi l'avantage du switch, c'est que le pick and pop de Towns ne serait pas disponible. Tu concèdes pas de décalage, tu changes, et donc on reste sur une isolation un peu plus statique, et on n'a pas ni ce pick and pop de Towns, ni ce pick and roll de Gobert. Voilà, par exemple. Est-ce que sur les pick and roll, ou même avant les pick and roll, est-ce qu'on va pas être sur des prises à 2? C'est ce qu'a fait aussi Denver sur la fin de série, c'est des prises à 2, et même pas que le pick and roll, hein, c'était aussi, alors au début de la série ils l'ont laissé tranquille, et puis ils faisaient des edge, donc des 2 contre 1 au niveau de l'écran des pick and roll, mais sur la fin de série c'était surtout on amène un deuxième défenseur même avant qu'il se passe quoi que ce soit.
Donc la fameuse prise à 2, ligne médiane ou pas loin, ou même quand le ballon revenait sur lui sur une position normale, c'était allez, prise à 2, on déclenche la prise à 2 et on le force à lâcher la balle. Ce à quoi Minnesota a fini par s'ajuster, match 6 et 7, en cadrant un peu mieux le terrain et en faisant en sorte que quand on sait que le lead vient, on met Towns et on met Mike Conley juste à côté, comme ça fait extra passe et on a des bons shooters à côté, donc on peut finir comme ça. Donc voilà, est-ce que Dallas aussi va vouloir tester cette stratégie ou pas? Moi, je suis pas convaincu. Si on fait en effet un switch, est-ce qu'on est sur du switch all de complet partout? Est-ce qu'on est juste sur un switch de 1 à 4 et le 5, on reste avec Lively Gafford qui font des drops face à Edwards? Peut-être, potentiellement. Est-ce que comme dit, face au pick and roll avec Towns, on fait pas le switch pour pas qu'il y ait un pick and pop? Est-ce que on est sur un switch all? Est-ce qu'on a un switch 1 à 4? Est-ce qu'on est un switch de tout le monde sauf sur Anthony Edwards? Voilà, on pourrait avoir des degrés un peu différents, je trouve. On peut avoir le switch all complet, on switch sur absolument tout. On peut aussi avoir de petits ajustements de dire, ah bah tiens, on switch de 1 à 4, mais pas avec le 5. Ou alors on switch tout le monde, sauf quand c'est sur Edwards. Voilà, il y a peut-être aussi cette possibilité. Et puis, la question du switch est d'autant plus intéressante que une des sources d'attaque principales aussi de Minnesota, une des meilleures sources d'attaque de Minnesota, c'est pas tant le pick and roll de Edwards, c'est pas tant l'isolation de Edwards. Enfin, il y a pas mal de choses. Cette attaque, elle est assez diverse, donc c'est bien, mais notamment l'action, le empty pick and roll entre Mike Conley et Rudy Gobert, c'est une excellentissime source d'attaque pour les Timberwolves. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle empty? C'est en gros un empty parce que le corner est vide, et donc on libère tout un quart de terrain pour le jeu à 2 entre Mike Conley et Rudy Gobert. Et donc ça, c'est un très très bon moyen de générer de l'attaque. Mais donc, quid des couvertures défensives? Parce que sur ce empty pick and roll, sur ce jeu à 2, en fait, que se passe-t-il si Dallas décide en effet de switcher? Comme ils l'ont fait depuis le début des playoffs, c'est vrai que le switch permettrait d'atténuer et de nuancer et même d'absorber tout décalage que pourrait créer ce jeu à 2. Et le problème, c'est que ni Mike Conley dans le périmètre, ni Rudy Gobert ne peuvent punir ce switch. C'est ça aussi la force de Dallas face à cet adversaire. C'est que cette fameuse action à 2, ce pick and roll qui libère tant de choses avec le passing de Conley ou alors le pull-up à 3 points de Conley, plus Gobert qui peut aller au panier, voilà, si tu changes sur l'écran, aucun des deux ne peut te punir sur un énorme échantillon, beaucoup de possessions, etc. quoi. Donc à surveiller, parce que Dallas peut ici potentiellement priver les Wolves d'une des meilleures sources d'attaque de leur équipe. Donc voilà, ça c'était pour on a fait le spacing, on a fait un peu le côté switch ou pas switch, le côté couverture défensive de Dallas. L'autre aspect un peu à une échelle macroscopique, c'est l'attaque du panier, évidemment. À quel point est-ce que Minnesota peut être bon pour aller au panier en termes de fréquence d'abord, mais aussi en termes d'efficacité. Et puis, tout simplement, voilà, et comme dit, ils ont un Edwards qui est un excellentissime slasher quand il veut. Il ne le fait pas tout le temps, mais quand il veut, il peut être un des tout meilleurs de NBA. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi un moyen d'aller faire du mal à cette défense. En tout cas, c'est un point à surveiller pour moi de à quel point est-ce que les Wolves iront au panier. Voilà, c'est un point clé. C'est le meilleur tir du basket. Il est là-bas, dans cette zone-là. Et là encore, c'est un peu une question de profil différent parce que HDA, c'est un bon driver, mais c'est pas un driver aussi agressif, énergique et rentre dedans que Edwards. Donc, c'est là-dessus aussi où le match-up était parfait pour Dallas, parce que quand on avait Derrick Jones Jr., c'était beaucoup de mobilité, beaucoup de longueur sur HDA, et donc on arrivait un peu à contenir en premier rideau avec, comme dit, des aides derrière aussi, donc c'est pas que Derrick Jones, mais à quel point est-ce qu'un Edwards ne pourra pas aller malgré tout au panier si c'est Derrick Jones Jr. en face, ou si c'est Josh Green, parce que ce sont deux mecs qui sont pas non plus des adversaires qui offrent un contact et qui offrent une résistance au contact, qui va être génialissime, quoi. Josh Green, c'est très mobile, ça bouge très bien, mais tu peux quand même le bouger et lui rentrer dedans pour aller au panier. Et puis Jones, c'est pareil. Jones, c'est beaucoup de longueur, mais c'est pas non plus le mec qui va tenir sa position, quoi. Donc, à quel point est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc à jouer ici avec Edwards et son profil de slasher? À quel point est-ce qu'il va slasher plutôt que prendre des pull-ups? C'est aussi la question, mais voilà, je pense que c'est un peu un élément clé aussi. Au-delà du côté switch, au-delà du côté aide qui peut arriver ou pas arriver, il y a aussi cet aspect de à quel point est-ce que le premier rideau peut pas un peu flancher, en fait. Ok, il y aura des aides derrière, peut-être. Ok, tu peux apporter des aides en tête de raquette pour boucher l'espace et pour empêcher qu'il y ait un drive. Mais même au-delà de ça, à quel point est-ce que Edwards peut pas aussi faire mal au premier rideau et donc essayer un peu de transpercer la défense par là, grosso modo. Et
c'est d'autant plus intéressant et primordial que contre Denver, on a eu en effet pas mal de tirs qui ont été pris au panier. Et bon, pas que des drives, hein, il y a aussi beaucoup de passes pour des lay-ups et pour des catch and finish, ok, mais en tout cas, si je vous dis un peu la physionomie de la série, on est parti de 27e centile match 1, donc très peu de tirs au panier en termes de fréquence de tirs au panier, 27e centile, à peine mieux que 27% des autres matchs NBA, 27e, mais ensuite c'était 80e centile, donc mieux que 80%, c'est beaucoup mieux déjà, 77e centile, 89e centile, 75e centile, 61e centile, et puis match 7, 54. Donc là, on est plus vers la moyenne, mais finalement, ils sont quand même beaucoup arrivés à aller au panier, à obtenir des tirs au panier, et doublement, d'ailleurs, j'en rajoute, il n'y a pas que des lay-ups et des tentatives au panier, il y a eu beaucoup de lancers francs également, face à cette défense de Denver, et pour dire là encore le rang de leur performance, 13e centile et 14e centile les 2 premiers matchs, donc très mauvais, hein, ça a été 2 victoires à Minnesota, mais beaucoup sur le shot-making, et beaucoup sur de la transition, etc., mais pas tant que ça de lancers francs, les 2 premiers matchs. Par contre, ensuite, c'est 72e centile, 69e centile, de nouveau 37e centile, match 5, et de nouveau 74e centile en termes de fautes provoquées, donc le taux de lancer franc, et puis 97e centile pour terminer le match 7. Donc beaucoup de tirs au panier, beaucoup de lancers francs. Voilà, il y a un côté agression, il y a un côté je vais dans la raquette, et soit j'arrive à provoquer des fautes, soit j'arrive à carrément avoir des tirs au panier. Donc voilà, un point clé à surveiller parce que ça peut faire basculer la série dans un sens comme dans l'autre, hein, ce côté qui va gagner cette bataille de la zone du panier, attaque de Minnesota contre défense de Dallas. Et puis évidemment, par conséquent, autre point clé, évidemment, un point de bascule, on peut dire aussi, c'est si Dallas réagit ou alors fait ses fameux schémas pour boucher l'espace et empêcher d'aller à l'intérieur, quid du playmaking de Anthony Edwards? Évidemment, surtout d'ailleurs si Dallas switch sur à peu près tout, bon a priori Mike Conley ça va être limité, Jaden McDaniels aussi limité, etc. Par contre le seul qui peut un peu avoir cette étincelle et ce degré d'explosivité face à du switch, ça va être Edwards, mais il va falloir aussi en tirer profit. Et donc il va falloir avoir le passing pour quand t'as une aide au panier et quand t'as 3 mecs qui viennent boucher l'espace et aider sur toi, il faut faire le passing, quoi. Il faut faire la bonne passe, il faut ressortir, et c'est comme ça que tu génères de très bons tirs. Il peut le faire. Il ne fait pas naturellement sur toutes les possessions, mais il peut le faire. Il a encore d'ailleurs, match 7, il a encore sorti de 2 magnifiques passes sorties de nulle part. Les passes que j'appelle les passes Anthony Edwards All-NBA First Team. Voilà, c'est clairement, quand il est capable de faire ça, t'as l'impression de voir un mec, MVP All-NBA First Team. Il le fait pas tout le temps, mais à surveiller aussi, parce que si Dallas bouge le terrain, il va falloir ça. Donc, voilà. Et puis à quel point aussi, on l'a un peu évoqué, mais à quel point Dallas va pas refaire un peu la tactique de Denver, au bout d'un moment, on va faire des prises à 2. Même sans écran, on fait des prises à 2 pour le forcer à lâcher la balle. Ça peut être un moyen. C'est un peu une carte à jouer, peut-être. Pas sur la totalité d'un match, mais c'est une carte à jouer sur peut-être une fin de série, ou alors sur certaines séquences. Mais sachant aussi que, voilà, les Wolves, ils ont déjà affronté ça, et ils ont déjà réussi à s'adapter à ça contre Denver en fin de série. Donc, attention, parce que ça peut aussi être une tactique risquée. Toujours côté attaque, Minnesota, pour finir, même si c'est pas totalement l'attaque, mais c'est comme ça, c'est une source de points, mine de rien, c'est à quel point est-ce que ils vont arriver à générer des points faciles en transition de par donc la création de turnovers adverses. Ça, c'est toujours un point clé, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en plus, Dallas peut perdre pas mal de ballons, et les Timberwolves, eux, arrivent à créer beaucoup de turnovers, donc ça peut aussi être une source d'attaque capitale, un vrai point de bascule, parce que si ça bloque sur demi-terrain, peut-être qu'ils peuvent se sauver un peu, comme OKC l'a fait sur certains matchs, notamment le match 4, il s'était aussi beaucoup sauvé sur la transition, donc à surveiller. Et puis il y a aussi une question de diversité tactique aussi. On en revient toujours à ça, mais à quel point est-ce que tu vas pouvoir jouer un peu de manière différente? Et ça, c'est un aspect sur lequel on était un peu sur notre fin. Côté OKC, ça s'explique également, on l'avait dit, parce que voilà, quand Dallas fait un switch all, tu peux pas dérouler tous tes systèmes de d'habitude, en fait. Hein, t'es un peu gêné, parce que tout décalage, de toute façon, est absorbé par le switch, donc peut-être que ça dissuade de jouer tes systèmes un peu complexes, vu que ça mènera à rien. Là, c'est vrai que je m'interroge. À quel point Chris Finch va faire un plan de jeu un peu simpliste, comme Mark Daigneault, ou pas. Daigneault, d'ailleurs, pardon. Certains veulent que je dise Daigneault. Donc Mark Daigneault pour les Français, Mark Daigneault pour ceux qui prononcent son nom à l'américaine, puisqu'il est américain. Mais à quel point, oui, à quel point on va avoir un plan de jeu un peu diversifié, et notamment, c'est aussi une des forces de Minnesota. Ils n'ont pas un profil
de joueurs héliocentriques. Ils ont pas mal de sources d'attaque un peu différentes. Ils ont les pick and roll entre gros, Towns et Gobert qui marchent plutôt très bien. Ils ont les pick and roll de Ant, on l'a déjà évoqué. Isolation de Ant, évidemment. Les empty action entre Mike Conley et Gobert, on l'a déjà parlé. On a des pick and roll à double écran aussi. On a pas mal de choses potentielles. On a les post-up de Towns aussi, qu'on n'a pas évoqué, mais Towns, pourquoi est-ce qu'il a brillé sur la série contre Denver? C'était le côté mismatch permanent. Mismatch dans le périmètre, mismatch au poste bas, mismatch en isolation. Voilà, c'est là-dessus que Towns brille, c'est sur ce côté punir à peu près tout match-up qu'il a en face de lui. Donc, à quel point est-ce que Towns va pas pouvoir aussi briller dans cette série? Surtout donc si on a affaire à un switch all. Si ça switch sur tous les écrans, ça offre une possibilité à Towns d'aller choisir, ah tiens, on va faire ce pick and roll pour avoir ce mec qui switch sur moi. Donc par exemple à Denver, c'était beaucoup Jamal Murray, ils sont allés beaucoup chercher le switch de Jamal Murray avant de l'attaquer au poste bas. Là, contre Dallas, pourquoi ça pourrait pas être Irving? Potentiellement. Ou Josh Green, le plus petit Josh Green. Ou même Jaden Hardy, potentiellement. Et si c'est pas au poste bas, ça peut aussi être des switches sur... On a vu pas mal d'actions sur des switches sur des doubles pick and roll. Par exemple, Mike Conley qui fait un double pick and roll avec Gobert et Towns. Ça switch un peu partout. Et donc ensuite, on se retrouve avec Jamal Murray ou un mec qui défend Towns à 3 points. Bon ben voilà, Towns, il peut dégainer par-dessus sans être contesté. Donc il y a ça aussi. Donc vraiment, la bataille tactique en termes de couverture défensive de Dallas va un peu tout dicter. Est-ce que Minnesota va pouvoir forcer Dallas à faire autre chose que du switch? Ou est-ce que Dallas va arriver à faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire changer sur tous les écrans, ne concéder aucun décalage, abandonner les shooters à 3 points, et puis gagner comme ça en fait? Pour moi, c'est une possibilité assez concrète. Je pense que c'est risqué sous certains aspects et contre Anthony Edwards notamment de changer, de switcher les écrans, ok. Mais bon, je pense que c'est tentant. C'est tentant parce que, regardez le pick and roll 4-5, il suffit de changer le pick and roll, de changer sur le pick and roll Towns, Gobert et donc Washington et Lively, ça change, il n'y a pas de décalage. Donc déjà, on annihile pas mal de choses sur ce pick and roll là. De faire ça sur le pick and roll entre petits aussi. De faire ça contre le pick and pop de Towns, comme on a dit. De faire ça contre le roll de Gobert qui plonge au panier, etc., etc. Donc voilà, de ce côté-là du terrain, pour moi, la bataille, elle est là. Est-ce que Minnesota va arriver à faire sortir Dallas de ses schémas en switch? Ou alors, est-ce que Minnesota peut punir Dallas qui va, je pense, un peu les abandonner à 3 points et tester le spacing ou non spacing de certains joueurs des Timberwolves? Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.